Bienvenue sur la voie d'Ibrahim Traoré, votre chaîne dédiée aux récits les plus saisissants d'Afrique contemporaine. Des histoires vraies de pouvoir, de trahison, de loyauté et de rédemption. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Ce que vous allez découvrir n'est pas qu'un simple récit politique. C'est un moment charnière de l'histoire. Voici la première partie. Le général dans l'ombre. On l'appelait le Faucon. Mais ce n'était pas pour sa hauteur de vue. C'était parce qu'il repérait chaque faille, chaque hésitation. Il ne reculait ni devant le sang, ni devant le pouvoir. Le général Mahamadou Zongo s'était bâti une réputation faite d'efficacité impitoyable et de calcul glacial. Sa carrière avait été forgée sur les champs de bataille, mais aussi dans les couloirs feutrés du pouvoir, où les décisions se prennent dans le silence et la peur. Sous l'Ancien Régime, Zongo était la main de fer dans un gant de velours. Répression des opposants, opérations clandestines, manipulation dans l'ombre. Mais lorsque ce régime tomba, un jeune capitaine aux yeux clairs et au regard franc surgit du rang. Ibrahim Traoré. Il ne promettait ni or, ni privilège. Il parlait de dignité, de souveraineté et de révolution. Zongo, lui, n'y vit pas une lueur d'espoir, mais une menace. Il détruira tout ce que nous avons bâti, confie-t-il à ses proches. Dès les premiers jours, leurs visions s'opposèrent. Traoré voulait des conseils populaires, de la transparence, une justice populaire. Zongo, lui, croyait en la discipline, en la hiérarchie, en l'ordre absolu. Et quand il vit le jeune capitaine acclamé par les foules et sacré par la rue, il se mit à l'affût, prêt à frapper. D'abord, ce furent des murmures, des cargaisons détournées, des lignes logistiques sabotées, puis des rapports falsifiés transmis à des médias étrangers, présentant Traoré comme instable et dangereux. Peu à peu, Zongo réunit ses fidèles sous prétexte de réunions de sécurité. Il repositionnait discrètement ses troupes, usant d'autorisations d'urgence. L'opération était planifiée avec minutie, à 3 heures du matin, pendant une inspection de routine dans le nord, isolé de ses soutiens. Le plan? Capturer Traoré sans bruit, l'accuser avec de faux aveux et proclamer un retour à l'ordre sous commandement militaire. Mais ce que Zongo n'avait pas anticipé, c'est l'intuition d'Ibrahim et surtout l'étendue de son réseau de confiance. Ce soir-là, un jeune officier en communication, Idrissa, détecta une anomalie dans un échange crypté entre centres de commandement. Une minuscule erreur dans les horodatages, une signature de hachage douteuse. Il alerta discrètement un canal réservé au cercle le plus intime du capitaine. Traoré, épuisé après une réunion de 36 heures, lut le message à 1h44. Il ne cria pas. Il ne s'enfuit pas. Il enfila sa veste de terrain et sortit dans la nuit du désert. Les témoignages divergent sur la suite. Certains disent qu'il est allé directement au campement de Zongo pour le confronter. D'autres racontent qu'il s'est entretenu, un à un, avec les commandants de chaque unité, leur rappelant pourquoi il s'était engagé, pas pour des galons, mais pour la nation. À 3 heures, quand l'ordre de déclencher l'opération Aube de la reprise fut donné, 2/3 des unités refusèrent d'obéir. Les autres se désorganisent. À 3h17, Traoré pénétra dans la tente de commandement, sans chaîne, mais avec l'autorité d'un chef enraciné dans son peuple. Face à lui, Zongo tremblait légèrement. Traoré le regarda longtemps, puis il dit « Tu aurais pu me tuer ». Zongo répondit, les yeux baissés, « Je croyais que tu allais tout détruire. Seulement ce qui reposait sur le mensonge. Je veux des guerriers, pas des fantômes. Choisis ce que tu es. Ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Le feu, l'ombre et la vérité dans un pays qui se relève. Des rapports interceptés
dans les zones frontières, évoquait un retour discret, mais méthodique, celui d'anciens conseillers français réactivant des cellules dormantes. Des messages cryptés, en provenance du désert, faisaient état d'ex-chefs de guerre sollicités avec des promesses de financement, à condition qu'ils sabotent les principales lignes de chemin de fer et les routes d'approvisionnement stratégiques. Ibrahim Traore, lucide, savait que la prochaine attaque ne viendrait ni d'un coup d'État ni d'un traître de palais. Elle naîtrait des veines éclatées du territoire, là où l'État avait longtemps été absent. Alors, il convoqua une dernière fois Sansonda, non plus comme un renégat gracié, mais comme celui qui avait jadis tenu les rênes du chaos souterrain. Si tu veux vraiment réparer ce que tu as brisé, trouve leur financement et fais-les disparaître. Sonda, vidé de ses anciennes loyautés, devenu presque moine de la guerre, rassembla une cellule fantôme. Tireurs d'élite, brouilleurs de signal, ex-agents des renseignements, oubliés par leurs états-majors. Des hommes au passé trouble, mais à l'efficacité redoutable. En 6 semaines, ils mirent au jour le réseau financier clandestin qui alimentait les sabotages. Portefeuilles, cryptos saisis, comptes offshore gelés, drones détournés avant d'atteindre leur cible. À Ouagadougou, pendant ce temps, Ibrahim restait volontairement silencieux. Aucun discours triomphal, aucune déclaration officielle. Il apparaissait uniquement pour inaugurer un hôpital construit, non par des multinationales, mais par les ingénieurs militaires du pays. Une promesse tenue parmi tant d'autres. Le peuple, loin de paniquer, se renforçait. Il comprenait peu à peu l'ampleur de ce qui avait été évité. Ce président n'avait pas besoin d'annoncer des victoires. Il reconstruisait dans le silence, et cela parlait plus fort que tous les slogans. Quant à Sonda, bien que toujours observé avec méfiance, il devenait l'incarnation de quelque chose d'encore plus rare que la loyauté, la transformation réelle. Pourtant, les deux hommes savaient que ce n'était que le début, car le véritable combat ne concernait pas les titres, mais l'âme des institutions. Alors qu'une aube rouge peignait le ciel de Ouagadougou, Ibrahim se tenait dans la salle de guerre, face à une carte constellée de points rouges. Ces marques représentaient bien plus que des menaces. Elles étaient les traces d'anciennes alliances devenues toxiques, de centres logistiques étrangers déguisés en ONG, de relais médiatiques infiltrés accusant le pays de sombrer dans l'autoritarisme tout en prétendant défendre la démocratie. Son doigt s'arrêta sur un point encerclé d'encre noire. Compiègne, petite localité près de la frontière togolaise. Là, des cargaisons d'armes interceptées étaient destinées à des milices sponsorisées par des sociétés écrans, liées à des groupes énergétiques européens. Sonda, désormais stratège de l'ombre, présenta un plan. Il fallait éviter la réaction militaire classique. Ils veulent nous pousser à frapper fort pour nous faire perdre le soutien populaire, dit Ibrahim. Sand proposa alors une autre voie, une extraction chirurgicale, non pas des corps, mais des vérités. Un projet fut lancé. Pendant une semaine, des équipes de documentaristes infiltrés furent envoyées en se faisant passer pour des observateurs indépendants. Simultanément, un couloir humanitaire fut ouvert, dirigé non par l'armée, mais par des ingénieurs civils et des sages locaux, discrètement protégés par des membres de la garde présidentielle déguisés en bénévoles. Les images qui filtrèrent firent l'effet d'un choc. Des caisses d'armes, marquées de labels européens, enterrées sous des cartons estampillés ONU. L'indignation fut immédiate. Du Parlement panafricain aux universités de Dakar et Nairobi, la jeunesse s'éleva. Pendant que l'Occident tentait de se justifier, le peuple burkinabé avait déjà compris. Depuis les jours de Sankara, on n'avait pas vu une telle clarté. Leur souveraineté
n'était plus menacée par des chars, mais par des accords opaques, par des banques déguisées en partenaires. Ibrahim et Sonda, désormais liés par un devoir muet, agissaient comme les deux mains d'un même corps. L'un dessinait l'avenir, l'autre nettoyait les trahisons. Mais le prochain assaut vint sans surprise par la finance. En gelant les avoirs des élites déchues, en rompant avec les circuits bancaires étrangers, le régime déclencha une riposte ciblée. Inflation artificielle, annulation de contrats, panique économique orchestrée. Alors Ibrahim fit ce que peu de chefs d'État oseraient. Il convoqua un débat public sur la pelouse du palais. Pas de barrière, pas de gilet pare-balles. Il fit face aux vendeurs, aux étudiants, aux paysans inquiets. Et quand on lui demanda pourquoi le pays souffrait, il répondit « Parce que nous avons refusé d'être possédés ». Il n'y eut pas d'applaudissements, seulement un silence d'acquiescement. Peu après, un renseignement révéla l'existence d'un commando chargé d'exfiltrer non seulement Ibrahim, mais aussi les archives cryptées qu'il construisait, preuve de décennies de pillages, d'accords truqués, de dettes coloniales maquillées. Sonda prit l'initiative. Sans attendre, il infiltra un réseau de mercenaires et intercepta l'équipe d'assaut dans les ruelles noires du quartier présidentiel, à 14 minutes de l'impact. Pendant ce temps, Ibrahim débattait avec des étudiants sur l'indépendance monétaire du pays. À l'aube, des corps gisaient sous des draps. L'incursion fut officiellement qualifiée d'inconnue. Mais les proches du président savaient. Et ce jour-là, Sonda ne gagna pas le pardon. Il gagne une place. Ibrahim le nomma alors conseiller spécial à l'éthique militaire. Un poste qui n'existait pas avant d'avoir été sculpté dans la guerre. Les médias hurlèrent au scandale. Mais Trayor répondit d'une seule phrase. Les hommes les plus dangereux sont ceux qui savent ce qu'ils ont failli détruire. Ainsi, alors que les critiques grondaient, le peuple comprenait, car dans une nation en quête de rédemption, la véritable boussole n'était pas la pureté, mais le courage de changer. Et c'est dans la nuit dense de Ouagadougou, sous terre, dans une salle d'opération de fortune, que deux hommes se penchèrent sur une dernière carte. L'un avait été la cible, l'autre, autrefois, portait l'arme. Et quand Sonda dit enfin « La trahison m'a appris que la vraie loyauté ne vient jamais de la peur », Ibrahim sut que quelque chose de nouveau naissait. Une doctrine, une armée nouvelle, non pas fondée sur la hiérarchie, mais sur des cercles d'intégrité, des unités où la conscience comptait autant que la force. Et dans chaque cercle, une promesse. Le pouvoir n'est plus un privilège, il est une responsabilité. Alors que le vent du Sahel balayait les rues de Ouagadougou, un souffle nouveau se faisait sentir. Dans les quartiers naguère, en proie à la peur, des drapeaux faits main flottaient désormais aux fenêtres. Ce n'étaient pas l'effigie d'un parti qu'ils représentaient, mais celle d'un peuple qui avait cessé de plier le genou. Au cœur de cette renaissance, le nom d'un homme revenait sans cesse, Ibrahim Traoré. Non pas comme celui qui dominait, mais comme celui qui avait refusé de trahir ses idéaux quand tout l'y poussait. Sous sa direction, l'armée fut métamorphosée. Il ne s'agissait plus d'obéir aveuglément, mais de réfléchir, de débattre, de justifier chaque action devant les civils. Les chefs de section changeaient chaque semaine. Les décisions se prenaient en cercle, pas en ligne. Les jeunes recrues étaient encouragés à remettre en question, à écouter, à servir sans humilier. Les observateurs étrangers tournèrent en dérision cette réforme, la qualifiant de fantaisie naïve. Pourtant, sur le terrain, les faits parlaient d'eux-mêmes. Les désertions cessèrent, les raquets disparurent et les villages jadis méfiants commencèrent à collaborer spontanément. Les soldats recevaient des plats préparés par les mères, des informations précieuses glissées par les anciens. Et sur les murs, à la place des slogans de haine, on vit fleurir
des peintures d'enfants, serrant la main à des militaires souriants. Au centre de cette transformation silencieuse, un homme marchait dans l'ombre. Sonda, ancien ennemi, juré du président, il était désormais son œil le plus vigilant. Il ne cherchait ni gloire, ni pardon. Il écoutait les jeunes recrues, questionnait les anciens, inspectait les comptes publics, traquait la corruption là où elle se cachait depuis trop longtemps. Sa présence dérangeait certains généraux, mais aucun n'osa le défier. Il savait que quelque chose d'irréversible était en train de naître. Mais à mesure que l'unité s'installait dans le pays, les pressions extérieures se faisaient plus féroces. Une fuite d'un consortium européen dévoila un plan de sanctions inédite. Non seulement l'État burkinabé était visé, mais aussi ses fermes indépendantes, ses coopératives solaires, ses médias libres. En clair, on cherchait à étouffer une idée, celle qu'une nation africaine pouvait se gérer seule. Face à cela, Ibrahim ne céda pas à la colère. Il appela à la résilience. Ils veulent que nous tendions la main vide, montrons-leur que nous savons cultiver la terre. Et comme une étincelle tombée sur une prairie sèche, l'appel se propagea. Des entrepôts abandonnés furent reconvertis en greniers. Des usines désertées devinrent des ateliers de couture. La production intérieure monta en flèche, non par décret, mais par volonté populaire. Dans ce tumulte de reconstruction, Sonda ne se voyait plus comme un repenti, mais comme un témoin vivant que le changement est possible. Il n'était plus celui qui avait sauvé le président. Il incarnait la preuve vivante que même ceux qui se sont perdus peuvent retrouver le chemin, si un peuple croit en un dessein commun. Et puis survint l'épreuve la plus perverse. Non un attentat, mais une trahison intime. Un ministre de la première heure, pilier du gouvernement de transition, fut pris la main dans le sac à divulguer des secrets à une firme étrangère. Le choc fut immense. Comment continuer à avancer si même les plus proches flanchaient? C'est Sonda, non le président, qui demanda à interroger le traître. Dans une salle nue, une simple question. Quand as-tu cessé d'y croire? Le ministre baissa la tête, incapable de répondre. Et cette nuit-là, quand Ibrahim demanda à Sonda ce qu'il avait vu dans son regard, celui-ci répondit « Pas un monstre, juste un homme qui ne voyait plus la victoire possible. »